Bonjour et merci infiniment de nous recevoir chez vous ce jour encore pour l'émission Entretien sur l'état santé, rencontre chez vous numéro. Nous allons changer un peu de sujet aujourd'hui pour quitter la sphère politique pour parler des nouvelles technologies de l'heure avec cette révolution numérique qui s'opère de jour au jour dans le vécu quotidien de nos sociétés, mais aussi de nous autres êtres humains. Et pour discuter de la question, la révolution numérique, enjeux et défis sur le plan socio-économique, je reçois pour vous un expert à la matière, M. Sam Kodjovi Adabounou. Il est donc expert en transformation digitale. C'est avec lui qu'on va visiter le couloir de la transformation numérique qui s'opère au quotidien et dans nos vies de tous les jours. Merci donc, M. Adabounou, de cette invitation. Merci Gérard de nous associer à cette émission pour parler d'une question d'actualité, parler de la révolution numérique qui est en train de nous emballer. Je crois que c'est l'occasion quand même de comprendre un peu quels sont les tenants et les aboutissants de cette révolution et que nous puissions bien nous préparer pour ne pas être pris au piège, n'est-ce pas? Absolument. Alors, entrons dans le vif du sujet, on parle de révolution numérique. Qu'est-ce que c'est en réalité pour le commun des mortels? Nous qui ne sommes pas forcément habitués à ce langage technique de ces nouveaux développements qui s'opèrent au quotidien. Non, en fait, pour comprendre la révolution numérique, nous allons d'abord questionner la révolution. C'est quoi une révolution? Je crois d'abord qu'une révolution, c'est un changement profond, structurel des systèmes d'organisation sociale et économique. C'est-à-dire qu'une révolution, c'est un bouleversement. C'est ça, un changement ça demande radical, une récomposition. Absolument. Qui bouleverse même les anciennes cadres, il faut tout recomposer. Absolument, parce que la révolution, c'est révolutionner, c'est changer. Et c'est apporter de nouvelles choses. Mais on va comprendre tantôt que tout changement est porté de crise. Et une crise, c'est des opportunités, c'est des opportunités qu'il faut profiter en fait. Alors donc, si nous voulons essayer de nous rester dans ce temps, et surtout du côté économique, alors lorsque nous parlons de la révolution, de façon générale, sur le plan économique, cette révolution est portée par une innovation de rupture. C'est contrairement aux innovations incrémentales, c'est-à-dire que en termes économiques, c'est-à-dire une innovation incrémentale, une innovation de continuité, ça veut dire qu'un produit est mis sur le marché, donc on essaie de le perfectionner jusqu'à ce qu'on ait un produit de meilleure qualité. L'exemple, c'est par exemple quand les téléphones portables sont nés, on a les téléphones qui servaient seulement de communiquer, à recevoir les appels et autres, mais avec le temps, on a vu que le téléphone a devenu un outil pour aller à l'Internet, c'est devenu un outil multimédia, donc il y a tellement de photos, donc ça veut dire que ça, c'est une innovation de continuité. C'est une innovation incrémentale. Contrairement à une innovation de rupture ou radicale, c'est que cette innovation crée un nouveau marché, ça crée de nouvelles habitudes de consommation. Ça veut dire que c'est des produits nouveaux qui arrivent et qui réorganisent tout le comportement des consommateurs. Et donc, vu de cet angle, lorsque nous allons convenir à votre question sur la révolution numérique, ce que nous allons constater, c'est-à-dire que si je prends la révolution numérique et sur le plan économique, basée sur une révolution, basée sur une innovation radicale, une innovation de rupture, vous allez comprendre que dans les années 90 en allant, il y a des nouveaux produits qui sont arrivés dans notre système social, notamment le téléphone qui est arrivé. D'abord, avant les années 90, le téléphone portable, la téléphonie mobile n'est pas arrivé. Donc, c'est un nouveau produit qui est intégré. Donc, ça a donné un nouveau marché, une nouvelle habitude de consommation. Aujourd'hui, vous en rendez compte que beaucoup de gens ont maintenant le téléphone portable, ce qui n'est pas là avant. Donc, c'est une innovation, c'est une innovation de rupture par rapport, qui a créé un nouveau marché. Donc, le marché du numérique qui est né et autres. Maintenant, pour parler de révolution, il faut que cette innovation soit vue dans tous les autres secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur du transport, le secteur des finances et tous les autres secteurs. Donc il y a une gamme d'exploitation qu'on peut en faire. Voilà, donc c'est-à-dire que l'innovation est diffuse. L'innovation n'est pas canalisée sur seulement un seul secteur. Donc lorsque l'innovation se propage, on retrouve cette innovation qui se propage dans d'autres secteurs, là on peut parler de révolution. Alors donc, on est parti dans un premier temps des technologies ont évolué. Vous allez comprendre qu'au début des années 90, en allant parler de nouvelles technologies de l'information et de la communication, on est parti de ça pour parler de TIC. On parle de technologies de l'information et de la communication. On est parti de TIC pour parler de la révolution numérique. On est parti de la révolution numérique pour parler de l'économie numérique. Donc,
en fait, pour que cela prenne la forme de l'économie, vous comprenez que c'est un ensemble de bouleversements qui a un impact général sur tout le système économique. Donc, il y a une révolution économique. C'est-à-dire que le digital ou bien le numérique a apporté une révolution économique. Cette révolution économique s'est transformée à un système économique. Donc, on parle de l'économie numérique. Alors, comment on peut voir cela par rapport, lorsqu'on est dans un passé récent? Il y a dans le temps ce qu'on appelle la révolution industrielle. Oui. Donc la révolution industrielle, elle n'est par rapport à quoi? À des inventions et des technologies qui sont combinées, qui ont durablement changé le système industriel d'alors. C'est-à-dire que ce soit au niveau du transport, avant les gens n'allaient pas en train, les gens commençaient par aller en train, c'est-à-dire se déplacer en train, les gens commençaient par se déplacer en voiture. On a vu qu'au niveau de la productivité, il y a une grande productivité au niveau de l'industrie. Donc cela a permis d'avoir un certain nombre de conséquences dans le domaine des finances, parce que c'est ça qui a été à la base de tout le système économique, ou bien le modèle économique qu'on connaît généralement quand il y a le modèle classique, c'est-à-dire le modèle traditionnel qui est basé sur comme la révolution industrielle, où il y a un marché, il faut produire des biens et des services en direction d'un marché, où il y a un certain nombre de règles, de mécanismes qui permettent de réguler le marché. Alors, lorsque nous revenons au niveau de la révolution numérique, vous allez vous rendre compte qu'il y a la même chose produit avec une combinaison de l'électronique, de l'informatique, des télécommunications, ont permis quand même de bouleverser tout un secteur organisationnel, c'est-à-dire tout le système organisationnel social. Aujourd'hui, vous allez voir le numérique dans le domaine de la médecine, vous allez le voir dans le domaine de la médecine, vous allez le voir dans le domaine du transport. Aujourd'hui, quand vous voyez Blablacar en France, par exemple, vous voyez par exemple le fait de faire le covoiturage, le fait de partager un trajet ensemble. C'est quelque chose d'innovant. Dans le domaine des finances, il y a ce que nous appelons la finance digitale est née. On a parlé de ce qu'on appelle les fintechs sont arrivés, c'est-à-dire que des innovations qui sont portées par les startups qui ont commencé par changer toute la structure même des fonctionnements des systèmes financiers, des systèmes bancaires. Et dans le domaine de l'agriculture, la dernière fois, on a vu que le gouvernement a lancé un projet MIFA, et vous allez vous rendre compte que ce projet a connu une certaine adhésion de la population parce qu'à travers la technologie, les banquiers pouvaient, ou bien ceux qui ont financé les projets peuvent déjà regarder le champ ou bien la capacité de production ou bien l'évolution de la surface comment cultiver en fonction du temps. Donc les données sont reçues de façon instantanée. Et dans le domaine justement, aujourd'hui, avec le téléphone portable mobile qui est disponible chez les paysans, ils arrivent à avoir les informations sur la variation des saisons, la pluie et tout ça. Vous vous rendez compte qu'il y a toute cette révolution, cette innovation de rupture dont j'ai parlé, qui est basée sur le numérique, sur une combinaison de l'électronique, de l'informatique, des télécommunications qui est cristallisée par Internet, a bouleversé tout le système de fonctionnement de l'humain. Et donc, vous allez comprendre qu'il y aura des enjeux, des conséquences sur lesquelles il faut vraiment arriver à trouver des chemins pour en profiter de façon durable. Parce qu'il s'agit en fait d'un nouveau mode de vie, n'est-ce pas, et désormais avec lequel on peut faire. Alors, c'est dans ce sens aussi qu'on parle de transformation digitale ou numérique. Quelle est la nuance? Non, en réalité, il faut restituer. Parce qu'en réalité, comme je dis, toute révolution est un changement. Tout changement est porté de crise. Alors, donc, ça veut dire qu'une crise, c'est une opportunité qu'il faut saisir. C'est ça. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Donc, c'est une occasion qu'il faut saisir. Donc, autrement dit, lorsque nous n'arrivons pas à capter ce changement, nous pouvons arriver à avoir un certain nombre de retards. Nous allons avoir un certain nombre de difficultés, c'est-à-dire à en profiter, à s'adapter. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport, déjà, pourquoi on parlait de la transformation digitale, ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, c'est presque la même chose qui s'est passée lorsque l'imprimerie est rentrée dans le monde. Vous savez, avant, vers le 15e, 16e siècle, vous savez, les systèmes d'école existaient, mais c'est un système de maître. L'école n'est pas ouverte à tout le monde. Ouais. C'était un peu des systèmes religieux qui instaurent un certain nombre d'enseignements avec le maître.
Mais parce que l'imprimerie a permis l'arrivée du livre. Et le livre a permis de créer les écoles pour diffuser les savoirs. Et donc, vous allez comprendre, à partir de cet instant, tout le monde est au contact de l'information ou bien du savoir. Et donc, ça a causé un problème en termes de management autour de la gestion. C'est-à-dire que à partir du moment où l'école est née, c'est-à-dire que la connaissance, personne n'a plus un monopole de la connaissance. La connaissance est diffusée. Ça veut dire que les humains, en ce moment, ont une nouvelle création par rapport à tout ce qui est au niveau du système organisationnel, au niveau du système social. Et tel enseigne que si vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas avoir de l'emploi. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas cette exigence. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans la révolution numérique, c'est-à-dire qu'il vient avec l'informatique, qui est devenu un peu comme ce que l'imprimerie a fait. À l'époque où lorsque vous ne maîtrisez pas vous n'allez pas à l'école, vous n'avez pas été à l'école, vous êtes au niveau social, vous avez un certain nombre vous êtes déphasage par rapport à cela. C'est-à-dire que la même chose se produit lorsque nous n'arrivons pas à prendre en compte et comment l'informatisation, tout ce qui est numérique, ce qui est digital, lorsque nous n'arrivons pas à les approprier, vous comprenez que nous sommes en face de deux mondes. Un monde dans lequel les gens sont habitués à utiliser cette technologie qui avance bien, un monde où les gens ne sont pas habitués à utiliser cette technologie. Donc, il y a déjà un clivage social qui se crée et qui s'est créé dans le passé. Parce que, bon, aller à l'école, c'est pour ça qu'on dit que l'analphabète du 21e siècle, c'est... Absolument. Et on parle de fracture numérique. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à capter cette innovation, cette révolution ou bien cette nouvelle donne sociétale. Il y en a qui n'ont pas capté. Donc, vous voyez qu'il y a deux mondes où il y en a qui sont aérés, il y en a qui sont avancés. C'est-à-dire, lorsque je fais un rapprochement par rapport à ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'école. Aujourd'hui, tout le système, tout ce que tous nos politiques, c'est quoi? C'est la scolarisation. Parce qu'on a trouvé que lorsque vous n'êtes pas scolarisé, vous êtes un délaissé du système social. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. La même politique, la même stratégie doit être portée dans le domaine du digital. Parce que si vous n'arrivez pas à porter, à comprendre, à utiliser, à être un acteur du monde du digital, vous êtes vraiment quelqu'un qui est un peu déphasé par rapport aux normes sociales. Et donc, il y a un enjeu. C'est par rapport à cela qu'il faut faire une conduite du changement. Il faut faire une transformation. Transformation, c'est de partir d'un point à un point B. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui vivaient dans une société avec ces nouvelles donnes. Ça veut dire qu'à l'époque où le livre et l'école est arrivé, c'est-à-dire que tout le monde, même les paysans, veulent envoyer leurs enfants à l'école parce que c'est la porte de sortie pour pouvoir gagner sa vie. Aujourd'hui, la porte de sortie pour gagner sa vie devient cette capacité à utiliser les outils digitaux, ou bien à utiliser l'information, cette combinaison, et notamment Internet, qui est devenu une pierre angulaire de tout ce qui est activité et échange aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à utiliser, à profiter de l'Internet et ces outils, vous comprendrez que vous êtes dans un autre monde. Donc on ne peut pas vivre aujourd'hui sans l'outil informatique, sans l'outil Internet. Non, comme je l'ai dit, ce sont des technologies qui sont diffusées dans tous les autres secteurs. Comme j'ai dit, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la médecine, dans le domaine du transport, dans le domaine des finances. Et donc, voyez-vous toute la tendance aujourd'hui, quand on parle de transformation, comme un numérique ou de transformation digitale, ça suppose que nous allons passer d'un point A, d'une étape vers une autre. Alors, ça veut dire que ceux qui ne sont pas arrivés à rentrer dans la tendance, c'est que ce sont des gens qui à mon sens, qui ratent la civilisation, qui ne sont pas dans la civilisation. En termes, le problème que ça pose, vous avez vu, lorsque la révolution industrielle est née, il y avait eu la classe des prolétariats, la classe de la bourgeoisie, les mêmes choses se profilent à l'horizon. Et donc, si on n'arrive pas à régler ces problèmes, c'est que d'autres problèmes plus compliqués vont naître. Alors, c'est simple à comprendre en réalité. Voyez-vous, la révolution industrielle a obligé la formation dans les écoles. C'est-à-dire que les programmes de l'école ont été formés, ont été concoctés pour pouvoir répondre aux besoins des industries. En fait, c'était ça. Parce que c'était les donnes sociales. Alors, donc, ça veut dire que lorsque nous rentrons dans la révolution, dans le système numérique, nos programmes doivent aussi être concoctés d'une certaine manière pour répondre aux besoins de l'emploi, aux besoins des entreprises. Alors, c'est justement dans cette question qu'il faut faire une transformation. C'est-à-dire conduire les gens jusque vers cette nouvelle tendance économique, cette nouvelle tendance sociale, pour qu'il n'y ait pas trop de ratés, qu'il n'y ait pas trop de déphasage, qu'il n'y ait pas trop de problèmes qui vont se poser. Parce que le problème qui va se poser à terme, vous allez voir que au niveau de l'entreprise,
lorsque les cadres n'ont pas été formés par rapport aux nouveaux besoins de l'entreprise, ça veut dire que ces personnes ne peuvent pas travailler efficacement dans l'entreprise. Or, lorsque l'entreprise n'arrive pas à produire des biens et des services, lorsque l'entreprise n'a pas une main-d'œuvre qualifiée, il ne peut pas être compétitive. Or, la compétitivité, c'est ce qui permet à l'entreprise de pouvoir croître, de pouvoir payer les salaires à ses employés et de pouvoir exister. Alors, donc, si par exemple, vous voyez par exemple, si les entreprises, s'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée qui soit capable d'accompagner les entreprises vers cette transformation, il va se poser qu'il y a un grand problème de chômage, il va se poser, il y a un problème d'évolution, un problème de système économique qui va se poser. Or, l'économie a une corrélation directe avec le social. Lorsque l'économie ne va pas, le social ne va pas. Alors, ça veut dire qu'en fait, si on ne fait pas cette transformation, ça veut dire qu'à l'horizon, c'est que cela va apporter des problèmes socio-économiques. C'est pourquoi nous parlons de l'enjeu qu'il faut arriver à comprendre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui au niveau de l'État, on a créé ce qu'on appelle le dialogue social. Ce dialogue social qui est une rencontre, si vous tripartite, deux parties, entre l'État et les patronats et puis les syndicats. Alors ça veut dire que vous comprenez, lorsque au niveau de l'entreprise, les choses ne vont pas très bien, c'est-à-dire que les entreprises n'arrivent pas à être compétitives, ils n'arrivent pas à payer le salaire des employés, ou ils n'arrivent pas demeurer de façon pérenne sur le secteur, ça va créer des problèmes sociaux. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent, et surtout que nous sommes dans un contexte où nous avons une population qui est majoritairement jeune, soit 10% de la population qui sont très jeunes, ça veut dire qu'à terme, c'est qu'il y a un grand problème de société qui va se poser lorsqu'on n'arrive pas à anticiper sur les événements. Parce que si on n'arrive pas à anticiper, ça veut dire que demain, l'économie qui est basée notamment sur les entreprises, la production des entreprises va avoir de la peine à évoluer. Et comme cela va de la peine à évoluer, c'est que le taux de chômage va augmenter. Ce taux de chômage va augmenter, ça va créer des grèves. Les entreprises ne sont pas capables de payer les salaires. Ça va créer des problèmes, des tensions sociales. Cette tension sociale va arriver même à créer des problèmes politiques. Parce que lorsque le social ne va pas, vous avez vu que la plupart des différents printemps arabes, différentes révolutions sociales que nous avons eues sont portées par les mouvements sociaux. Donc, il est important de faire ce qu'on appelle cette transformation, c'est-à-dire arriver à amener les gens vers cette nouvelle tendance qui est la transformation ou bien l'économie digitale, l'économie numérique. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que nous rentrons dans une forme d'économie qui soit capable de pouvoir apporter de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'économie numérique. C'est ça. Bien, merci. Nous sommes dans cet entretien, nous parlons de la révolution numérique, enjeux et défis, quelles conséquences pour nos sociétés en pleine mutation. Monsieur Adabounou, mon invité, il est expert en transformation digitale et numérique. C'est avec lequel nous réfléchissons sur le sujet. Alors, toute transformation numérique ou digitale est toujours porteuse de cette valeur, valeur sociale, valeur économique. Alors, quelles sont ces valeurs auxquelles il faut s'attendre? Non, en réalité, voyez-vous, quand vous regardez un peu notre vie aujourd'hui, vous allez comprendre que depuis les années 80 à 2000, c'est que notre civilisation est en train de recevoir un coup. Ça veut dire que nos cultures sont en train de bouleverser. Et donc, lorsque je parle de culture, c'est un ensemble de valeurs, c'est des normes, c'est un ensemble d'objets, un ensemble d'institutions. C'est-à-dire que, voyez-vous, notre rapport en termes de valeurs que la révolution numérique ou bien le numérique nous apporte, c'est que c'est notre rapport par rapport au temps, l'instantanéité. Aujourd'hui, on envoie un message, c'est qu'on veut que les gens répondent de façon rapide. C'est que cette capacité à réagir dans le temps est une exigence aujourd'hui dans notre monde. Donc, si vous interagissez avec quelqu'un qui est lent à répondre, ça devient un problème. Ce qui n'était pas un problème hier, par exemple. Alors, cette capacité d'être un peu partout, d'avoir ce don d'ubiquité. Parce que la technologie qui permet d'être en tout temps, en tout moment et en tout lieu. Parce qu'avec votre avec votre connexion Internet, vous voyagez, vous avez toutes les informations à la maison, vous êtes sur place, tout se passe. C'est-à-dire que vous avez ces devis, ce n'est plus, on n'arrive pas à s'accepter de ne pas être connecté avec le monde. C'est qu'aujourd'hui, c'est quand vous ne êtes pas connecté à votre téléphone smartphone pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook, sur WhatsApp, sur les autres les réseaux sociaux, c'est quand vous êtes déconnecté. C'est une exigence qui est devenue une réalité aujourd'hui. Qui est en soi une bonne chose pour notre... Non, en réalité, c'est vrai que cela vient avec aussi des points positifs et inconvénients. Maintenant, c'est arrivé à captiver ça, à capter le côté positif, que cela puisse apporter quelque chose de plus intéressant. Alors, donc, en termes de valeur, voyez-vous, il y a cette question en matière de travail.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une relation horizontale. Aussi, la question de chef, la question de verticalité pose un problème. Sur le plan social, vous avez vu, il y a ce que nous appelons une nouvelle génération qui est née. On appelle la génération X, Y, la génération Z. C'est-à-dire que, vous avez vu, les gens qui sont nés avant les années 80 sont des gens très respectueux. On les appelle les papis, les baby mookers. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont appris à respecter l'hierarchie. Mais les jeunes qui arrivent, déjà à partir des années 90, 2000 ans, c'est qu'ils ne connaissent plus ça, c'est qu'ils veulent la collaboration. C'est devenu des normes, des valeurs. C'est-à-dire que donc il y a cette transformation. Justement parce que, je vous explique, vous allez comprendre qu'à partir des années 80, beaucoup de jeunes sont arrivés à l'université. Et avant les années 60, tout ça, beaucoup n'arrivent pas à l'université. L'école n'était pas l'université devenue. Donc, aujourd'hui, il y a un nivellement de niveau, c'est-à-dire que le directeur a le niveau Bac plus 5 que tous les employeurs, la plupart des employeurs ont le niveau Bac plus 5. À l'époque, c'est que le directeur est le seul qui allait à l'université, la plupart sont dans le plus haut perché. Le plus haut perché. Et que la plupart sont de bas de gamme en termes de niveau d'instruction. Mais aujourd'hui, vous allez rendre compte que le bac ou bien accéder à l'université, c'est devenu la chose la plus partagée. Alors ne demandez pas la même chose à cette personne qui a un nivellement de connaissances, un nivellement en termes de diplôme, que cette même personne arrive à se soumettre comme hier. Parce que en termes de relations sociales, c'est-à-dire la personne te donne confiance parce qu'il suppose que tu es plus lettré que lui, tu connais plus que lui. Donc aujourd'hui, la connaissance est devenue banalisée. La connaissance est partout. Donc il suffit que la personne se connaisse sur Internet, il va te revenir avec des solutions à vos problèmes. Et donc de ce point de vue, c'est des grands problèmes c'est des grands bouleversements qui sont nés de cela. Parce que la relation d'horizontalité est devenue la norme. Ça veut dire qu'en entreprise, si on n'arrive pas à comprendre que cette tendance qui vient avec des jeunes, d'abord, qui ont envie d'être considérés, qui ont envie d'être, non seulement à la page, qui ont envie d'être, comment on l'appelle, d'être au même niveau. C'est-à-dire qu'ils se considèrent au même niveau que tous les autres. Alors, vous comprenez que même au sein de l'entreprise, il y a un problème qui va se poser. Parce que l'économie que nous avons, l'économie traditionnelle, est basée sur le système de fonctionnement de la révolution industrielle, où il y a la bourgeoisie et le prolétariat. Le système de syndicat, le système de fonctionnement, il y a des gens qui sont en bas de l'échelle. Mais aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte qu'il n'y a plus ce décalage. Il y a un nivellement. Et donc, ça veut dire que ces jeunes qui arrivent ont de nouvelles exigences, qui n'étaient pas les exigences des anciens, en fait. Donc, il faut arriver à comprendre, parce que le problème qui se pose... Est-ce bien ou mauvais en soi? C'est l'évolution du monde. Oui, mais c'est l'évolution du monde. Maintenant, on ne peut pas, vous ne pouvez rien contre cela. Et on ne peut pas s'opposer au fait que les jeunes accèdent plus à la connaissance. C'est ça, on ne peut pas empêcher le monde oui, voilà, donc on ne peut pas... Mais en même temps, il y a des valeurs que nous perdons, hein. Tout à l'heure, vous parlez des valeurs culturelles. Évidemment, il y a des valeurs que nous perdons, par exemple, les valeurs en termes de respect, par exemple, qui sont des valeurs que nous sommes en train de... Et même en termes de contact humain, parce que qu'est-ce on voit maintenant que, bon, on est ensemble, on cause, mais chacun a son smartphone, qui manipule et qui perd le fil de la discussion qu'on est en train de tenir dans le salon. Non, absolument, c'est vrai que cela revient avec des crises, comme je dis, tout changement vient avec des crises. Donc, cette crise, il faut arriver à savoir les gérer. D'où la question de faire la transformation. Parce que tu vois, il y a des problèmes qui se posent déjà. Donc, comment arriver à regarder, à anticiper tout cela pour qu'on puisse profiter? Parce qu'une révolution, il y a le côté positif, le côté négatif. Mais il est question de pouvoir regarder pour pouvoir anticiper, pour tirer le côté positif, que le côté négatif ne soit pas ne nous emballe pas totalement. Voilà les enjeux. Et dans ces conditions, il faut quand même une certaine préparation. Puisque vous parlez de transformer la révolution, est-ce que c'est subite ou bien c'est progressif, ou bien on voit venir la révolution et on s'y adapte parce que la rupture, quand elle est radicale, évidemment, ça fera beaucoup de clash. Non, voilà. Donc, en réalité, voyez-vous, c'est une révolution qui est un peu insidieuse, mais qui vient se cristalliser à un moment donné. Voilà, voyez un peu. C'est quand je vous renvoie un peu dans comment ça s'est passé au XVIIIe siècle. Il y a des innovations dans le domaine de l'électricité, des innovations dans le domaine de la médecine, tout cela. Donc, on est arrivé à faire une combinaison. Et donc, les innovations ne sont pas arrivées au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, les innovations ne sont pas arrivées, les innovations ont été progressivement, mais il y a une combinaison. C'est qu'aujourd'hui, ça dit que la nouvelle donne, j'ai dit tantôt que vous avez vu l'évolution de la microélectronique, l'électronique a tellement évolué, l'informatique a évolué, les télécoms ont évolué, ils ont accouché aujourd'hui, comme nous appelons l'Internet nous a accouché aujourd'hui, les réseaux sociaux et d'autres manières de travailler.
Et donc aujourd'hui, voyez-vous, il faut, si, en termes de période, il faut comprendre que les années 2000, à partir des années 2000 jusqu'à 2010 en allant, ont été une grande période de grande mutation. Mais là, cette révolution, telle que nous sommes en train de le dire, en dehors des révolutions politiques, sont des révolutions où tout le monde voit qu'il y a un changement radical. C'est des révolutions qui sont un peu insidieuses, mais à un moment donné s'imposent. Et si vous n'arrivez pas à anticiper, finalement, c'est que vous êtes le dernier de la classe en réalité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette révolution, ça se passe. Mais c'est comment ceux qui n'ont pas des yeux n'arrivent pas à comprendre que notre monde est en train de changer. Mais aujourd'hui, on peut s'en rendre compte en faisant un rapprochement par rapport à il y a 10 ans que nos modes de vie ont profondément changé. Or, cela, on peut anticiper en regardant un peu l'évolution. C'est de ça qu'il est question en réalité, de faire cette anticipation. Parce que, vous voyez, le problème qui se pose, tout bouleversement social entraîne une conséquence économique. C'est-à-dire qu'au niveau des entreprises, parce que les gens qui sont changés, qui ont des nouvelles valeurs, telles que nous sommes en train de le dire, qui ont une valeur d'horizontalité, de respect, une valeur de décétalité, d'ubiquité, ce rapport avec le temps, quand ils vont venir dans l'entreprise, ils posent de nouveaux problèmes qu'il faut arriver à résoudre. Parce qu'aujourd'hui, comment arriver à garder les talents, comment dénicher des talents, comment maintenir les gens au niveau du travail, pose un problème. La tendance aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes ne veulent plus de l'emploi, mais ils veulent du travail. C'est-à-dire, il y a une nuance. Parce que lorsqu'on parle de l'emploi, c'est qu'il y a une relation de subordination avec un patron et qui te dit, il y a ce rapport de venir à 7h, partir à 18h, il y a cette question de sécurité sociale, il y a cette question d'aller à la retraite, tout ça. Mais en réalité, c'est qu'il y a une subordination avec une hiérarchie. Mais j'ai dit que la plupart des jeunes aujourd'hui ne veulent plus cette subordination. C'est que les gens veulent leur liberté, les gens veulent être épanouis, les gens veulent, cette liberté d'expression, cette manière, le mieux-être ou bien ce que nous appelons un peu le bonheur, enfin. C'est-à-dire le bonheur tout en faisant avant c'était sa liberté, sa vie privée, et parce qu'aujourd'hui les gens préfèrent avoir un travail, quelque chose qui leur permet de gérer à la fois leur vie privée et leur vie professionnelle. Ce qui fait que le système actuel de fonctionnement, c'est le système qui est basé sur le système du travail. Mais aujourd'hui, c'est que les emplois indépendants ou bien les consultants, le taux de consultants sont de plus en plus vendus. Autrement dit, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent un travail qui leur permet à la fois d'être épanouis, qui leur permet à la fois de gagner leur vie, puis à la fois de garder leur liberté. Autrement dit, c'est que quand vous voyez un peu, aujourd'hui, quand il y a des appels pour la fonction publique, beaucoup de jeunes ne veulent pas y aller. Beaucoup de jeunes ne veulent pas avoir de la contrainte. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler, ils veulent gagner leur vie, mais ils veulent que ça ne soit pas aussi avec beaucoup de contraintes. C'est leur génération, c'est la tendance. Et voyez-vous, tous ces comportements ou bien cette valeur vont modifier tout le système organisationnel en termes jusqu'au niveau économique. C'est d'où la nécessité de pouvoir anticiper, de regarder un peu comment ça se passe. Parce que, voyez-vous, beaucoup de métiers sont en train de disparaître aujourd'hui. Ah oui. Et justement parce que, voyez-vous, c'est comme d'appeler un métier, c'est une combinaison de compétences. Aujourd'hui, les compétences que nous avons besoin aujourd'hui ont besoin d'être recomposées pour donner des nouveaux métiers pour lesquels les gens sont capables de pouvoir répondre au niveau des entreprises. C'est des questions qui sont importantes parce que, voyez-vous, il y a des profils qui sont aujourd'hui recherchés et qui hier n'étaient pas là. Aujourd'hui, c'est comme, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme au début des années 80, là où on vient même vous chercher à l'école pour travailler. Aujourd'hui, des gens qui ont une certaine expertise avancée dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du digital, dans le domaine du numérique, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux besoins qui sont là. Donc, il n'y a pas assez de compétences parce que les gens ne sont pas seulement préparés pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, les entreprises sont à la recherche des compétences rares, des compétences comme nouvelles qui soient capables de pouvoir interagir. Aujourd'hui, on parle de big data, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on parle de la réalité virtuelle, aujourd'hui, on parle de plein de choses. Et la question de la prédictivité, c'est-à-dire la prédiction, est devenue un problème, c'est-à-dire aujourd'hui pour notre génération. Qu'on puisse trouver des gens qui soient capables de pouvoir avoir cette spontanéité, de pouvoir anticiper sur l'avenir est devenue une question essentielle dans notre civilisation, dans notre monde, et qu'il faut arriver à préparer par rapport à ça. Sinon, c'est comme je l'ai dit tantôt, vous savez, la compétitivité d'une entreprise se base sur des ressources, ce qu'on appelle des ressources rares, des ressources tangibles. C'est-à-dire que vous avez vu, je donne un exemple. Vous avez vu, il y a beaucoup de films industriels, des films informatiques ou télécoms ne peuvent pas se poser dans le pays parce qu'il n'y a pas assez de cadres, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, il n'y a pas assez de compétences qui sont là sur place. Ça veut dire qu'en réalité, quand ces entreprises ont, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre sur place, ils ont de la peine à venir.
Parce qu'ils auront de la peine à venir, ça veut dire que notre économie ne va recevoir de coûts. Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'investisseurs. Alors, s'il n'y a pas des investissements, c'est que l'économie ne peut pas être dynamique. Donc, vous comprenez qu'en termes, c'est qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et lorsque vous voyez un peu, en termes de culture, en termes de civilisation, j'ai parlé du fait que, quand vous regardez un peu ce qui se passe, il y a eu un bouleversement social et une nouvelle norme en termes de culture. Une culture, c'est d'abord des codes et des normes. Ce sont des institutions. Aujourd'hui, il y a ce que nous appelons les GAFA. Il y a ce que nous appelons Google, qui aujourd'hui a monopolisé tout le système de fonctionnement. Il y a ce que nous appelons Facebook, qui s'occupe de tout ce qui est un peu interaction avec le social, les réseaux sociaux. Il y a ce que nous appelons Apple, qui ont pris par exemple le côté matériel, en termes d'iPhone et ainsi de suite. Et il y a ce que nous appelons comme Amazon, qui est dans tout ce qui est comment on appelle, transaction économique au niveau de Internet. Voyez-vous, ces 4 entreprises, eux seuls, leur capitalisation boursière a une valeur astronomique. Ça dépasse les PIB de beaucoup de pays en Europe. Alors, donc, en fait, c'est ça un peu ce que nous appelons l'économie numérique. C'est-à-dire que cette façon de créer autrement de la valeur à travers des nouveaux modèles de fonctionnement, parce que cette révolution économique entraîne de nouveaux modèles en termes de modèles économiques, c'est-à-dire en termes de business plan, en termes de système organisationnel qu'il faut arriver à anticiper pour que nous puissions rentrer un peu de façon plus favorable dans ce vent qui est en train de venir changer tout le système social et économique. Mais tout cela est bien. Par exemple, quand on prend le domaine des médias, on est plein d'analogies qu'il y a beaucoup de mutations et c'est chaque jour que les innovations sortent. Alors, comment faire pour en profiter au maximum de toute cette transformation, cette révolution qui s'opère au quotidien? Gérard, lorsque vous avez parlé de numérique et qui est analogique, si vous vous rappelez bien, il y a une terminologie qui est venue, ce qu'on appelle la transition numérique. Oui. Ça veut dire lorsqu'on veut parler d'une étape, c'est-à-dire on parle de l'analogie vers le numérique, pour qu'on ne puisse pas subir la chose de façon brutale, il faut faire une transformation. Il faut faire une transition. C'est ce que nous appelons transformation digitale. C'est-à-dire que c'est ça, la transformation digitale, c'est aussi la transition numérique. C'est-à-dire de toute une société en fait. Le passage d'une étape à une autre étape. Donc il faut assurer ça, sinon parce que vous qui travaillez déjà avec, ceux qui étiez habitués à travailler avec les caméras analogiques, et il y a les caméras numériques qui sont des robots aujourd'hui. Si vous n'êtes pas formé, comment vous pouvez arriver? Si vous n'avez pas formé les cadres, si vous n'avez pas formé les techniciens, comment ils peuvent arriver à suivre le train? Ils seront derrière. La même chose se passe dans tous les autres secteurs de la vie économique, où ce même problème de transformation va se passer, parce qu'au niveau des entreprises, les entreprises sont en train de rentrer dans cette tendance. Maintenant, il faut que les gens soient formés. C'est pourquoi la question de la compétence, la question de recomposition, parce qu'un technicien aujourd'hui qui est dans le domaine du multimédia n'est pas le même technicien il y a de cela comme hier. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut faire. Si on ne le fait pas, ça veut dire que ces techniciens, s'ils n'ont pas subi cette formation, cette transformation ou cette transition, ils ne peuvent plus vous servir aujourd'hui. Ça veut dire que si nous n'arrivons pas à regarder un peu la chose et que nous anticipons sur ça, c'est que ces techniciens ou bien ces personnes qui ne vont plus trouver leur place dans le cycle économique vont devenir un problème à gérer. Et ces problèmes vont arriver à des niveaux où on ne peut pas gérer, on ne peut pas canaliser. Voilà la question, le problème qui se pose. Parce que, comme je l'ai dit, toutes ces mutations se passent dans tous les secteurs aujourd'hui. Ça doit s'accompagner d'une conduite de changement. Ça, Il faut une conduite de changement. Si nous le faisons, parce que déjà, voyez-vous... Alors, faut-il former des gens nouveaux bien reconduits? Par exemple, nous, on a ici des techniciens qui travaillent depuis bientôt une vingtaine d'années, qui sont maintenant devant des machines, vous l'avez vu à la régie, que c'est des gens qui sont obligés de s'adapter. Alors, faut-il former de nouveaux cas de leurs compétences ou bien... Il faut faire deux choses. D'abord, les gens qui sont en train de subir l'évolution qui arrive, il faut les conduire. Faire une conduite de changement, c'est-à-dire parce qu'un changement est toujours difficile à gérer. C'est pourquoi il faut faire une conduite de changement. C'est ça ce que nous appelons un peu la transformation, c'est-à-dire permettre à des gens de pouvoir s'adapter à la nouvelle donne. Mais là, ceux qui arrivent, il ne faudrait pas qu'ils subissent aussi. Comme vous qui êtes qui subissez en plein fouet cette transformation. Ça veut dire que déjà dans la formation, il faut que les jeunes qui s'intègrent dans le multimédia, il faut que dans leur programme de formation, qu'on ne les enseigne plus l'analogie, mais qu'on les enseigne le numérique, qu'on les enseigne des nouvelles valeurs. Directement, c'est ça la question, c'est ça les enjeux. Parce que si on continue comme si rien n'était, c'est comme vous avez posé la question de savoir est-ce que cette révolution est subie de plein fouet, c'est qu'on le subit de façon radicale. Si vous,
à un moment donné, on n'a pas fait cette transformation digitale, vous allez, cette transformation numérique vers l'analyse vers le numérique, vous allez vous en rendre compte, vous vous levez un matin, vous pensez que vous ne pouvez plus faire votre travail. Parce que la machine qu'on a mise sur à votre position n'est plus comme ce que vous avez avant. Alors, il se pose un problème. Alors, si l'entreprise n'a pas pensé à vous aider à aller dans la nouvelle donne, alors vous voyez que vous êtes bloqué. En fait, c'est les enjeux de notre... Et ces enjeux, c'est un enjeu national, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu économique qu'il faut essayer de bien lire. Parce que comme je l'ai dit tantôt, parce qu'en réalité, si on prend votre entreprise ici, au niveau de ce qui se passe au niveau de la télévision, imaginez la même chose se pose dans le domaine de l'agriculture, la même chose se pose dans le domaine du transport, dans le domaine des finances, et ça se passe en réalité. Alors vous allez en rendre compte que demain, c'est que nous serons bloqués. Ou de même où nous vivons avec des personnes qui ont anticipé, qui s'adaptent, et d'autres personnes qui sont à la traîne. D'où la nécessité que nous puissions arriver à communiquer, à sensibiliser les gens sur les réalités qui sont en train de se passer, pour que ces personnes puissent prendre le train à marche. Parce que c'est aussi le rôle de l'État, c'est aussi le rôle de ceux qui sont les leaders, ou bien qui sont les dirigeants, les décideurs, de pouvoir arriver à comprendre ce qui se passe et de pouvoir en bénéficier. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, voyez-vous, la manière de créer la richesse aujourd'hui a changé par rapport à hier. Aujourd'hui, il y a ce que nous appelons les startups qui sont nées. Et ces startups créent des problèmes au niveau des entreprises parce qu'ils viennent avec des produits innovants. Et ces produits sont en train de talonner les produits qui existent déjà. Vous parlez un peu de ça. Si on le fait parler, il m'a dit ce qui s'est passé dans le temps avec Kodak. Kodak, c'était un producteur, un film de production de films argentiques. Voilà. Et à l'époque, c'est dit que s'il faut faire de la vidéo, ou bien la caméra, tout ça, il faut utiliser des caméras avec des bandes magnétiques. Les appareils photo numériques sont arrivés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir encore dans la circulation les films argentiques? Ça n'existe plus. Ça veut dire que cette entreprise Kodak a fermé les portes. Vous n'en entendez plus parler de quoi là. Les Sony sont arrivés. Les Samsung sont arrivés, les nouvelles entreprises sont arrivées. Ça veut dire que lorsque nous n'arrivons pas à anticiper, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont rater la coche, qui vont fermer les portes. Parce qu'ils vont fermer les portes, les emplois ou bien les emplois créés vont être perdus. Parce que dans le digital ou bien dans le système économique, il y a ce que nous appelons la destruction-création, qui renforce le modèle jupitérien en économie. C'est-à-dire que la révolution vient avec une destruction-création. Alors, ça veut dire qu'il y a des métiers qui existaient dans le passé qui vont disparaître. Il y a de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver. D'où la nécessité qu'on puisse regarder déjà pour ne pas subir en plein fouet ces nouveaux métiers. D'où la question qu'on puisse arriver à mener des politiques, à mener des actions, que ce soit au niveau entreprise, au niveau personnel, au niveau de l'État, pour qu'on puisse garder en termes de révolution, pour gagner, si vous voulez, dans cette révolution, dans tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de révolution numérique. Parce que cette révolution, on a dépassé la question, l'étape de la révolution, on est devenu une économie, qu'on appelle l'économie numérique. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans nos pays, on n'est pas rentré dans l'économie. On parle de l'économie numérique, alors qu'on fait toujours le TIC en réalité. Parce qu'il y a une différence entre faire le TIC et l'économie. L'économie numérique, c'est cette capacité de produire des valeurs ajoutées à travers Internet. C'est une économie du savoir, c'est une économie de la connaissance. Il faut investir dans le savoir, dans la connaissance, dans l'humain en réalité. C'est une économie qui est pure, c'est une économie qui ne vient pas avec des problèmes, des problèmes écologiques, qui ne vient pas avec des problèmes de changement climatique. C'est une économie qui est une économie, qu'on appelle une économie propre, dont la capacité, dont la nécessité de pouvoir former les jeunes qui sont en train d'arriver, les cadres actuels, pour qu'ils puissent s'en approprier, pour qu'on puisse créer de la richesse. Parce que un pays ou bien une société ne peut pas progresser s'il n'y a pas une création, s'il n'y a pas une productivité de richesse, pour qu'il y ait une certaine, une certaine aisance qui va naître par rapport à cela. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises aujourd'hui dans nos pays vont se buter demain à ce problème. Et ça commence par arriver. D'abord, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes au niveau, des ressources humaines, au niveau de comment arriver à garder les jeunes. Comme je l'ai dit, un jeune qui vient à l'entreprise aujourd'hui, peut-être il n'a plus cette vision d'aller travailler avec toi pour aller jusqu'à la retraite. Pour lui, il vient juste pour résoudre un problème. C'est-à-dire que le marché de l'emploi va devenir comme un marché du transfert en football. C'est-à-dire que les jeunes sont ce qu'on appelle la mobilité devient une tendance. Et que les jeunes qui arrivent ont envie d'avoir du travail et non de
de l'emploi. Donc, il faut créer ces conditions. Il faut que le système du code du travail, tout cela doit évoluer par rapport à toutes ces tendances pour qu'on puisse en tenir compte. Sinon, c'est quasi qu'il va y avoir des problèmes au niveau social, au niveau organisationnel, et cela va avoir des répercussions sur la production des entreprises, et les entreprises qui n'arrivent pas à rentrer dans le vont fermer les portes. Ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce qu'on appelle la mondialisation. Et cette mondialisation a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marché domestique. C'est que tout le marché, nos frontières sont ouvertes. Et ces marchés, ça veut dire que la concurrence est rude. Or, si nous, en tant que pays, en tant qu'Africains, nous n'arrivons pas à comprendre, à capter cette tendance, c'est-à-dire nous nous faisons taper sur nos propres territoires par les films qui sont avertis, c'est-à-dire les films européens, les films chinois, les films qui viennent un peu partout. D'où la question de se réveiller, d'adopter une politique qui permet à nous de pouvoir, parce que c'est une nouvelle tendance, et les frontières deviennent poreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la régionalisation, dans le domaine où on veut créer un marché commun. Mais est-ce que ce marché commun qui est en train de créer, est-ce que nous, Africains, nous, Togolais, est-ce que nous sommes suffisamment préparés pour pouvoir être au rendez-vous? Si nous ne sommes pas au rendez-vous, le problème qui se pose, pour être au rendez-vous, il faut avoir des main-d'œuvre qualifiées. Il faut avoir des gens qui sont compétents. Il faut avoir des gens qui comprennent la danse. Et si on la part, c'est que vous allez rendre compte que nous allons devenir un grand marché de consommation. Ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes un grand marché de consommation pour les grands films tels que Google. Aujourd'hui, nous sommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sur Internet sans passer par Google. YouTube, c'est Google. Vous ne pouvez rien faire sans ces géants de l'informatique. Aujourd'hui, quand ça y est de réseaux sociaux, Facebook est en train de prendre Facebook, il se retrouve encore avec WhatsApp parce qu'il a racheté un temps WhatsApp. Il y a tout un système d'organisation qui se passe. Vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui sans passer par, Amazon, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce qu'ils sont en train, nous devenons un marché de consommation. Parce que puisque nous n'arrivons pas à produire, ça veut dire que nous n'avons pas une économie en propre. Et il faut revoir nos politiques. Revoir nos politiques pour que nous puissions nous repositionner. C'est toute la reconnaissance même de la manière dont nous devons nous comporter, comme nous devons capter sur cette révolution qui est en train de nous frapper en plein fouet sur le plan économique, sur plusieurs chantiers, sur plusieurs fronts. Secteurs où nous sommes en train d'être, plus ou moins, je vais dire, nous sommes un peu en retard. Et il y a quand même des initiatives qui sont en train d'être formées pour qu'on puisse arriver à s'en sortir. Alors, la préoccupation, c'est que l'Afrique ou nos pays ne peuvent pas reprendre à la base tout ce processus, d'où la nécessité de transfert de technologies, de ces révolutions qui nous arrivent. Alors, sommes-nous prêts à les accueillir? Non, mais la question même de transfert de la technologie, ça suppose que nous sommes consommateurs. Oui, vous avez dit que oui, nous sommes consommateurs, mais il faut que nous arrivions à produire. Parce que si nous n'arrivons pas à produire, nous ne pouvons pas changer notre économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je veux dire, le plan de sortie, d'accord, pour nos économies, on parle d'une transformation structurelle de l'économie. Ça veut dire que nous avons des unités de production. Ça veut dire que nous produisons, nos produits locaux sont transformés à la base. Voilà. Ça veut dire que nous devons rentrer dans la production. Si nous devons rester toujours dans cette histoire de transfert de technologie, c'est que nous n'existons pas, nous ne pouvons pas continuer. C'est vrai, il y a des domaines dans lesquels nous n'avons pas une expertise où nous sommes tels que vous êtes en train de le dire, que nous avons un retard criard, où il faut faire un transfert de technologie. Mais on ne va pas rester dans cette logique. Mais comment est-ce que nous pouvons penser avoir des ripostes? Parce que nos marchés sont devenus un vaste champ de consommation. Vous voyez les Chinois qui sont là partout. Vous les voyez dans le domaine des télécoms, vous les voyez partout dans les produits. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est comme ça que nous avons sorti l'Afrique de ces problèmes. Ce n'est pas comme ça. Il faut des nouvelles réponses. Il faut des nouvelles politiques qui permettent de pouvoir essayer d'apporter une réponse à cela. Et je crois que c'est extrêmement important. Sinon, nous n'allons jamais nous en sortir. Ces pays, toute la produisent, et nous devenons un grand marché et ils déversent. Mais jusqu'à quand nous pouvons exister? Ce qui est étonnant, ce qui est bizarre au niveau de l'Afrique, comprenez, il y a de cela un mois où Google est attaqué par l'Union européenne il a été tassé parce qu'on parle de concurrence indirecte ou au niveau des applications, on installe déjà sur les téléphones que vous payez, il y a déjà des applications qui sont préinstallées Google pour que vous puissiez utiliser, par exemple, déjà il y a un peu Play Store et autres là qui sont déjà installés, qui sont des produits qui sont venant de Google et autres. Alors, ils ont trouvé que c'est une concurrence déloyale et ils ont facturé, ils ont créé une amende de 4 milliards de dollars à Google. Et aujourd'hui, le problème est en train d'être sur le coin. Le même problème se trouve en Afrique. Est-ce que les Africains ont réagi par rapport à ça?
4 milliards de dollars, qui a été, de dollars, c'est pas en CFA, qui a été comme amende que le groupe doit payer. Et il en a déjà payé l'année dernière environ 1 milliard de dollars. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est parce que nous sommes en train de dormir et nous, nos politiques, nous sommes toujours dans, je crois, nous sommes toujours dans cette léthargie et que nous n'arrivons pas à bénéficier comme des avantages et de cette économie numérique. Il y a un problème réel parce que ce qui se passe aujourd'hui, demain, rien ne peut plus se faire dans notre monde sans le digital, sans le numérique. Alors, est-ce que la question de savoir, devons-nous toujours être des consommateurs ou bien devons-nous réagir? Il y a des initiatives qui commencent par se créer aujourd'hui. Par exemple, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a des applications qui te permettent déjà, au Togo, il y a des applications qui permettent, par exemple, de faire la réservation de chambre d'hôtel en ligne. Au Togo, Easy Mobility, qui a été créé par des jeunes, qui permet déjà, quand vous voyagez dans la sous-région, dans l'espace UEMOA, vous avez la possibilité de réserver directement vos chambres d'hôtel ou de pouvoir mettre en valeur vos outils. Parce qu'aujourd'hui, les géants, aujourd'hui, c'est aussi le Airbnb qui sont en train de l'être là. Et on ne fait rien par rapport à ça. Et nous consommons tout bonnement. Il y a des applications aujourd'hui qui ont été mises en place qui permettent de faire le covoiturage, c'est-à-dire de pouvoir partager un trajet. Et cela permet de pouvoir apporter une valeur ajoutée dans le domaine du développement durable. Parce que si je dois voyager seul ici pour aller à Kara avec ma voiture vide où il n'y a personne, ou au même moment je vois que quelqu'un est en train d'aller à Kara et que je suis à travers les plateformes digitales, il dit je voyage Kara, j'ai envie de partager le trajet avec quelqu'un. Cette personne-là, au lieu de prendre encore sa voiture ou bien de prendre une voiture avec de l'essence, c'est-à-dire nous partageons la même voiture avec le même essence et ça nous permet de gagner de l'économie. Il y a des applications, quand j'ai parlé tantôt au niveau de comment que les jeunes ne veulent plus de l'emploi mais veulent du travail, il y a des applications comme Free Emploi qui sont en train d'être mises en œuvre qui permettent aux jeunes maintenant aujourd'hui d'être une plateforme de consultants. Ou, c'est-à-dire vous avez besoin par exemple de quelqu'un qui est dans le domaine de la gestion de projet. Généralement, quand vous allez sur cette plateforme, vous pouvez déjà le capter. Dans que soit vous cherchez des nounous, des domestiques, il y a des efforts qui se font, mais ces efforts doivent être soutenus. Le problème qui se passe aujourd'hui, vous avez des jeunes aujourd'hui, nous parlons de l'économie, mais c'est l'économie des startups. C'est-à-dire qu'il faut créer, il faut motiver, il faut créer un écosystème qui permet aux startups, les initiatives des jeunes de pouvoir avancer. Et le problème qui se pose aujourd'hui, tel que nous sommes toujours un marché de consommation, les initiatives des jeunes, des startups ne vont pas aboutir parce que cela demande beaucoup de ressources, parce que l'écosystème n'est pas bien mis en place. C'est cela. Alors, il y a aussi la question environnementale, et tout cela doit s'accompagner d'un développement durable, puisque pas de technologie, pas de transformation, de révolution numérique, si bien il n'y a pas un développement durable aussi qui l'accompagne. Non, la question, telle que vous l'avez dit, le question qui s'est posé avec la révolution industrielle, c'est deux questions. Oui. Il y a deux problèmes qui s'est posé. Le premier problème, c'est qu'on a des ressources naturelles qui sont consommées à bon marché, c'est-à-dire à vil prix, et une consommation élevée d'énergie. C'est ça. C'est ce qui a fait que les ressources minières sont en train de terminer un peu partout, le pétrole et autres, là, qui sont en train qui sont exploités. Oui, mais ce qui va se passer, regardez, la révolution industrielle est venue avec deux problèmes. D'abord, un problème de consommation à bon marché des ressources naturelles et une consommation excessive d'énergie élevée. Donc aujourd'hui, voyez-vous, le pétrole, tout ça est en train de poser des problèmes. Deuxièmement, c'est que la révolution industrielle est venue avec des équilibres économiques où on a une grande crasse de bourgeoisie, où aujourd'hui on se dit que les 80% de la richesse du monde est entretenue par 20%. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. La question de développement durable intervient pour pouvoir corriger tout cela, pour corriger ce paradigme ou bien ces différents éléments-là. Parce qu'aujourd'hui, l'économie numérique, comme nous sommes en train de le dire, cette économie, c'est une économie du savoir, c'est une économie de données. Cette économie est basée sur du data. C'est-à-dire que le pétrole pour l'économie numérique, c'est le data, c'est les données qui sont produites. Ces données, c'est-à-dire aujourd'hui, quand j'ai dit on met en place une application sur Internet où il y a, on offre un espace entre l'offre et la demande. C'est-à-dire, c'est l'information qu'on apporte. Et qu'il dit, je voyage, donc j'ai besoin de me loger, mais où est-ce que je peux trouver le problème de logement à faire? Maintenant, vous lui apportez l'information. Et quand il le fait, c'est qu'il y a une redistribution en termes de commission. Voyez-vous, donc, ce qui permet d'alimenter cette économie numérique, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas ces choses-là. C'est beaucoup plus le savoir, c'est une économie du savoir, c'est l'Internet qui est la base de cela. Donc, il faut arriver à créer des données, il faut créer du contenu local, il faut créer du contenu. C'est à travers ces contenus que cette économie évolue. Donc, en réalité, par rapport à cela, c'est qu'on dit que c'est une économie qui est propre, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme l'économie, parce qu'aujourd'hui, l'économie, comme la révolution
industrielle, c'est beaucoup plus les industries. Les industries, c'est beaucoup plus la transformation des matières premières et autres là, qui sont en train de finir. Mais aujourd'hui, avec le système économique actuel qui vient avec de nouveaux modèles d'affaires, c'est-à-dire du mode business plan, c'est-à-dire ce modèle ou bien ce système économique est déjà inscrit dans les ODD et il est inscrit dans le développement durable parce qu'il est respectueux de certaines valeurs. Par rapport à j'ai parlé tantôt de la révolution industrielle qui porte un peu un déséquilibre au niveau des classes, au niveau économique. La révolution numérique, ça vient avec aussi ce qu'on appelle l'horizontalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de la collaboration est beaucoup plus demandée. Et donc, il a dit que il y a ce qu'on appelle l'économie collaborative est née, beaucoup de tendances. Vous voyez, vous par exemple, au niveau de beaucoup de firmes industrielles, que ce soit au niveau des logiciels qui sont arrivés, où les gens veulent changer carrément de paradigme, changer réellement de réalité, où on a une seule personne qui amasse des richesses. Aujourd'hui, non, c'est qu'on veut des richesses qui soient partagées. Donc, il faut capter et commencer cette tendance. En réalité, ce qui se passe est tellement intéressant dans la révolution numérique ou bien dans l'économie numérique qu'il faut arriver à orienter les jeunes vers cette direction. Parce que demain, tout le système de consommation va se baser davantage sur ce type d'économie, en fait. Est-ce qu'on se prépare à cela? L'Afrique, quelle est sa place? Le Togo, parlons notre pays, le Togo. Oui. On n'a encore réglé tous les problèmes. Problème d'électricité, problème, n'est-ce pas, de la poussière, problèmes environnementaux. Quelle est notre place au sein de cette révolution qui va à très grande vitesse? J'ai dit tantôt que nous sommes toujours la consommation. Nous sommes en consommation parce que nous sommes consommés. C'est-à-dire que ces applications dont j'ai parlé, c'est Facebook, c'est GAFA, Facebook, Amazon, Apple, nous les utilisons bonnement. On ne sait même pas, que nous devons réagir par rapport à cela. Et pour qu'on puisse réagir, il y a des initiatives qui sont créées, par exemple, qui sont là. Nous avons une initiative qui a permis de mettre en place ce que nous appelons le Digital comme Africa Service Group, qui rassemble un ensemble de technologies, un ensemble d'outils, tels que nous avons appelé une plateforme qui permet de faire la réservation de chambres d'hôtel dans l'espace UEMOA et de pouvoir, à travers Fluidity Money, on peut réserver rapidement ces chambres d'hôtel aujourd'hui. Dans la plateforme Easy Mobility, par exemple, il y a une plateforme qui permet de faire le covoiturage, de faire le prêt de voitures et de louer des voitures jusque sur les maisons de location, déjà à travers la plateforme que nous avons appelée Easy Voiturage. Pour le problème de financement des projets des entreprises, on a mis une plateforme qui est Alodo. La plateforme Alodo permet de financer des projets en faisant la collecte des fonds à travers Floaty Money en ligne. Il y a la plateforme qui permet de faire un peu, offrir le travail et non de l'emploi aux jeunes, Free Emploi qui permet de revenir les consultants, une plateforme qui permet de trouver les domestiques et tout ce qui est travaux à la maison. Voyez-vous, donc, il y a une réponse, mais cette réponse est trop timide, est trop faible dans tout ce qui est à faire. Des initiatives des jeunes sont là, mais le problème qui se pose, c'est que quand il n'y a pas une organisation au niveau de l'État, il n'y a pas de politique, il n'y a pas un système d'organisation qui permet d'éclore ces talents, qui permet de permettre à ces startups de développer. Ces startups vont mourir très tôt dans l'œuf. Et d'où la question où, lorsque nous parlons justement de l'économie numérique, c'est cette capacité de pouvoir accompagner les startups dans le domaine du numérique à pouvoir devenir des géants. Parce qu'il faut trouver des mécanismes pour les financer. Il faut trouver des mécanismes pour pouvoir les aider à devenir des géants comme dans les autres espaces. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, on n'a aucune politique vers ça. On parle de l'économie numérique. En réalité, ce que nous faisons, c'est comme on faisait toujours le TIC. Mais j'ai dit que les thèmes ont évolué. On est parlé NT pour aller au TIC, on a parlé de révolution numérique, on n'est pas de l'économie numérique. Donc, nous ne sommes pas encore dans l'économie. C'est-à-dire les politiques que nous mettons en place, que au niveau de l'économie a mis seulement le nom économie numérique. Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est du TIC. Ce que nous appelons le TIC, c'est quoi? C'est de pouvoir faciliter, c'est de pouvoir avoir des outils qui permettent de faire évoluer d'autres secteurs. C'est-à-dire que lorsque nous parlons du TIC, c'est de mettre le support, l'infrastructure. Aujourd'hui, le Togo, même dans le PND qu'on a mis en place, beaucoup d'argent, c'est dans les infrastructures, dans la diffusion des TIC dans les autres secteurs de l'économie. Ça, ce n'est pas l'économie numérique. Non. L'économie numérique, c'est cette capacité à pouvoir permettre aux startups de pouvoir créer des applications nouvelles, de créer des services innovants qui soient capables de créer de nouvelles richesses. Donc, les TIC ont d'abord pour vocation, au début, de pouvoir être des catalyseurs pour les autres secteurs de l'économie. Mais ce n'est pas ça l'économie numérique. L'économie numérique, c'est une
économie du savoir, c'est une économie de contenu. Donc, il faut aider les jeunes à créer du contenu sur Internet. Il faut aider ces jeunes à créer de la valeur à travers ces différentes plateformes. C'est de ça qu'il est question. Mais le problème, aujourd'hui, on se dit qu'on va devenir un hub technologique, mais tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas le faire sans des compétences. On ne peut pas le faire avec des universités, des grandes écoles qui sont dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'ingénierie informatique, dans le domaine des télécommunications. Voyez-vous, ça fait plus de 50 ans d'indépendance. Il n'y a aucune école d'ingénieurs informatiques comme au Togo. Il y a les trucs des privés qui sont en train de se développer, mais une école de haut niveau. D'accord? Le campus, il y a des initiatives, mais ce n'est pas encore une école proprement dite. Il n'y a aucune école de télécommunication, enfin, de haut niveau de référence. Mais si vous n'avez pas ces cadres, avec qui vous allez faire cette économie numérique? Parce que c'est des compétences et des ressources. Maintenant, il faut que ces programmes dans les écoles puissent être des programmes qui sont à la donne. Comme je l'ai dit, les métiers, beaucoup de métiers sont en train de disparaître. Parce qu'un métier, c'est une composition de compétences. Maintenant, les compétences qui sont aujourd'hui développées, c'est une compétence vers la créativité. Ce n'est plus des compétences parce que vous avez vu, aujourd'hui, à travers les algorithmes, à travers les codes informatiques, des tâches répétitives sont en train d'être remplacées. La preuve, lorsque nous sommes arrivés dans ce studio, la plupart des caméras ici, je ne vois plus de techniciens qui sont là, en train de bouger à gauche, à droite. Parce que beaucoup de caméras sont aujourd'hui robotisé. Ça veut dire qu'il faut trouver du travail pour pouvoir occuper, il faut trouver d'autres tâches pour occuper ces techniciens. Ce problème, c'est des problèmes il y a une recomposition des métiers. Et dans ça veut dire que si nous ne rentrons pas, demain, les nouveaux besoins en termes de travail qui vont se poser, des jeunes qui vont arriver ou des personnes qui vont arriver ne sont pas formés, ils ne peuvent pas être utilisés. Puisqu'ils ne peuvent pas être utilisés, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas apporter de la productivité. C'est-à-dire que l'économie ne va pas bien fonctionner. D'où une question de stratégie au sommet de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut une volonté politique pour pouvoir pousser le secteur du numérique à avancer. Comme on a montré une volonté politique dans le domaine de l'agriculture, où on voit qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives qui sont mis en place, il faut une volonté politique qui mène des projets clairs dans le domaine du numérique, dans le domaine digital, où on crée un écosystème qui permet à ces jeunes startups de pouvoir avancer, de pouvoir créer de la valeur ajoutée sur notre économie. Alors, on va terminer très rapidement là. Comment voyez-vous l'avenir de ces révolutions numériques, ces transformations numériques qui sont en train de s'opérer? Non, vous savez, tous les pays qui ont raté la révolution industrielle ne sont jamais arrivés à être développés. Et tous les pays qui vont rater la révolution numérique ne seront jamais des pays développés ou ne vont pas avoir de l'émergence. Il n'y aura pas de rattrapage. Il y aura pas de, non, ce n'est pas possible. Il n'y aura pas de l'émergence si on ne capte pas la révolution, la révolution numérique. Donc ça veut dire que si l'État veut, on a des projets, ça devient une condition essentielle parce que les richesses créées par l'économie numérique sont énormes. Et pour ce faire, on ne va pas se dire qu'on a le temps, non, parce que demain les esprits s'appellent aujourd'hui. Ça veut dire que les politiques doivent être implémentées par aujourd'hui. Vous avez vu que le rapport de FMI qui sont venus au Togo, quand ils ont fait leur expertise, ils ont parlé de domaine du foncier, du domaine du numérique. C'est tellement important pour les bailleurs de fonds, c'est tellement important pour les missions internationales, que ce soit la Banque mondiale, là, pour qu'on puisse développer cette économie. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que tout est encore à l'étape embryonnaire où il n'y a pas une politique qui est sentie, où il n'y a pas des actions concrètes qui permettent de pouvoir. Va y avoir encore le taux de pénétration d'Internet qui est autour de 11% aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Maintenant, pendant ce temps... Votre appel, n'est-ce pas, aux décideurs? Les décideurs, ce que je demande aux décideurs, à l'État et au-delà, c'est d'avoir une politique de l'économie numérique. Comparer un peu à cette volonté politique qui a été manifestée dans le domaine de l'agriculture. Parce qu'on a compris à un moment donné que l'agriculture, mais le travail qui se fait, je dis, c'est du TIC qu'on le fait, ce n'est pas encore de l'économie numérique. Moi, je mets toute personne en défi, on va discuter là-dessus. Ce n'est pas encore ça en réalité. Voyez-vous, l'État a vu que pour pouvoir assurer l'émergence, il faut investir dans le domaine de l'agriculture. On a vu que le gouvernement est en train de faire avec des projets de MIFA qui sont déjà arrivés. Mais pour faire l'émergence, pour avancer, il faut qu'il y ait des mêmes politiques, il y ait des politiques de ce type dans le domaine du digital, le domaine de l'économie numérique, pour qu'on puisse arriver à s'en sortir. Sinon, comme je l'ai dit, nous n'allons jamais sortir, nous n'allons jamais devenir émergents si nous n'arrivons pas à être au rendez-vous des nouvelles tendances économiques et nouvelles tendances sociales. Voilà un peu ce qu'il faut faire, c'est de revoir tout le système économique avec une conduite de changement, qu'on puisse arriver à avoir une économie qui soit au rendez-vous des civilisations. Tout à fait. Merci, M. Adabounou, pour ce temps passé en studio. Il était question de la transformation économique, enjeux et défis dans les temps actuels, avec des répercussions sur le plan social, économique et pourquoi pas. Et donc, l'appel est lancé. Donc,
acquis des droits de saisir cela pour que cette révolution soit effective chez nous au Togo. À très bientôt pour d'autres réflexions. Au revoir. Wow,